Donc les miens sont bien entendu aussi des éléments que les vôtres, hein, que ce soit une belle année pour tous. On peut bien effectivement a durement commencé, donc elle ne pourra que mieux finir. Enfin, du moins, c'est les vœux que je formule pour tous. Évidemment de santé, évidemment que notre café éthique continue. Je pense que c'est une petite lumière dans un établissement. Donc qu'on ne passe pas d'éthique dans chaque service ou le quotidien du service. Et je crois que c'était la mission qu'on s'était donnée, c'est d'avoir une petite flamme qui dit attention l'éthique, attention dans vos pratiques quotidiennes. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà ce qu'on souhaiterait faire. Donc meilleurs vœux à tous. Alors on commence bien l'année, je pense, avec un vrai sujet. Voilà, non, avec un vrai sujet, je l'ai complété parce que je pense que c'est un sujet qui est peu et mal connu finalement. C'est un métier que vous faites qui est peu et mal connu. Et voilà, je trouve que c'est une belle opportunité de commencer l'année en redisant des choses proches du terrain, proches des patients, proches de ce que vous faites, et qu'on puisse vraiment mettre la bonne image sur le travail qui est fait dans ce service. Donc à la fois, bien sûr, esthétique, bien sûr, réparatrice, et dans quelles conditions éthiques on peut le faire. Et voilà, je suis ravie de vous passer la parole cet après-midi. Merci. Merci de cette invitation pour parler d'éthique et esthétique. C'était quoi la phrase? L'éthique, c'est l'esthétique de l'intérieur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est assez vrai. Alors, moi, je suis chirurgien plasticien. Alors, évidemment, dans ce que l'on voit, bien sûr, je suis connu pour les traits de visage, ce qui a changé peut-être un petit peu la vision qu'on avait du chirurgien plasticien. Donc, on avait plutôt une vision sur la vision de Nip and Tuck, série américaine, de celui qui remonte les seins et qui aspire les fesses. Je dis souvent en boutade que je suis le technicien de surface, employé des collectivités locales en plus. Absolument. C'est-à-dire que je m'occupe de ce qui est autour. Et en fait, pour vraiment définir mon métier, je m'occupe uniquement de la qualité de vie. Mon sujet, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients par leur aspect. Ce que je fais le plus ici, les gens le savent peu, mais ce que je fais le plus ici, et c'était une des raisons pour lesquelles je suis venu à Pompidou en partant de Mont-d'Or, c'est la reconstruction après cancer du sein. Comme vous le savez, le cancer du sein, vous ne savez pas les chiffres, mais les chiffres, c'est 50 000 nouveaux cas par an. Et sur ces 50 000 nouveaux cas, 15 000 femmes ont une mastectomie. Et que malheureusement, moins du tiers se font reconstruire. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi se faire reconstruire? Et pourquoi je parle de qualité de vie? Il y a de la chirurgie vitale, chirurgie digestive, un cancer, on vous l'enlève, neurochirurgie, chirurgie cardiaque, on sauve des vies, on allonge la durée de vie. Et puis il y a de la chirurgie fonctionnelle, comme l'orthopédie, qui permet de mieux bouger, de marcher, comme le nom l'indique. Et puis il y a cette chirurgie de qualité de vie dont le but est uniquement d'améliorer la vie de tous les jours. Donc moi, ici, j'ai essayé de développer, et je crois que ces 3 dernières années, même si c'était difficile, on a réussi à monter quelque chose qui est la première activité de reconstruction mammaire en France, et en particulier en reconstruction sans prothèse, et axée sur la qualité de vie. Et pourquoi je parle de qualité de vie? Parce que les techniques que j'utilise sont des techniques sur lesquelles j'ai évalué non pas la photo, car vous verrez souvent des gens qui vous présentent des photos de chirurgie esthétique, le avant-après, ça n'a aucune importance pour moi. Et quand les patients viennent me voir en disant « j'aimerais bien avoir des photos », je dis « mais c'est pas ça le problème. C'est pas avoir une photo, vous en foutez de votre photo. Ce qui est important, c'est que vous sentiez bien. » Et c'est pour ça que j'ai développé une technique de reconstruction sans prothèse. Le principe, c'est de prélever le ventre, avec une artère et une veine, au niveau du sein, et c'est une reconstruction qu'on appelle le DIEP. Il y a d'autres techniques aussi, mais
reconstruction qui consiste à rebrancher ses artères et ses veines, à reconstruire ses seins. Et quand on évalue à long terme ces patients, on les évalue comment? On peut les évaluer sur la satisfaction. Êtes-vous content ou pas content? Ça, c'est assez facile. On est un chirurgien d'évaluer ses patients, et il va dire tous mes patients sont satisfaits. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'a priori, il fait du bon travail, ça c'est clair. Et puis aussi parce que les patients ont du mal à dire qu'ils ne sont pas contents. Ou alors ils ne viennent pas. Par contre, il y a des moyens d'évaluer la qualité de vie. On peut évaluer la longévité, le nombre d'années de vie qu'on donne à un patient. Évaluer la qualité de vie aussi, c'est possible. Il y a des questionnaires qui sont bien faits, qui sont maintenant reconnus de manière universelle. Un des questionnaires s'appelle le SF36, parce qu'il y a 36 questions, et que lorsqu'on fait ces questionnaires, on évalue plusieurs aspects de la qualité de vie. Les aspects intimes, quelle est votre vie intime, comment êtes-vous dans l'intimité avec quelqu'un, les aspects sociaux, les aspects physiques, est-ce que vous avez mal le matin, est-ce que vous faites du sport? Et nous avons fait, l'année dernière, nous avons évalué la qualité de vie des patients que j'avais opérés il y a plus de 10 ans, ces techniques-là. On a évalué par ces critères-là. Et on les a comparés à la qualité de vie des patients en France, des patients en particulier. La population française a été évaluée. Il y a eu des questionnaires, un échantillon représentatif, comme on dit aujourd'hui. C'est la Sofres qui a fait ça, utilisant ces questionnaires permettant d'évaluer la qualité de vie. Et on voit les critères et la dégradation qu'on peut avoir. Et bien par ces techniques, on se retrouve avec des patients qui, 10 ans après, ont la même qualité de vie que les patients qui n'ont jamais eu de cancer. Alors, en quoi c'est important? Et quand on compare aux patients qui ont eu un cancer puis une mastectomie, en moyenne, leur qualité de vie est altérée. Leur qualité de vie, bien sûr, peuvent faire les choses de tous les jours, mais s'habillent plus difficilement, leur intimité est plus difficile, et en plus, cette qualité de vie se dégrade avec le temps, parce que si au début, ils ont vaincu le cancer, elles se sentent bien, après, c'est plus difficile, parce que le cancer est loin, mais la marque du cancer y est toujours. Alors qu'une reconstruction de qualité faite avec les propres tissus de la patiente, les patients oublient totalement qu'ils ont eu un cancer. Ils ont des cicatrices. Les photos montreront qu'il y a des cicatrices et qu'il y a les marques de ce cancer. Mais les capacités de résilience du patient, c'est ce que j'essaye de faire, nous permet de voir que les patients ont une qualité de vie qui est optimale. Et quand je parle de ça, je pense que c'est là où est l'éthique de mon métier. L'éthique de mon métier, c'est pas d'opérer tous les patients et de faire de l'activité. Notre directrice, nos directrices, il faut faire de l'activité, c'est important. C'est important. Bien sûr, bien sûr. C'est de faire la bonne activité. Mais alors, pour rebondir sur ce problème de l'activité, je trouve que nous sommes allés trop loin au point de vue économique sur la tarification à l'activité, parce que nous l'avons évalué uniquement sur un acte qui donne un financement, qui donne une activité, sans évaluer à long terme ce que ça apporte. Et quand on voit sur ce que font maintenant les anglo-saxons, en particulier l'Angleterre, ils évaluent la notion de quali et de daily, c'est-à-dire le nombre d'années de vie que je donne, lorsque je donne un traitement, et aussi, non seulement le nombre d'années de vie, mais aussi la qualité de vie que j'apporte. Et chaque fois qu'on évalue un médicament, on évalue, en Angleterre, on évalue ce qu'il apporte. Eh bien, ça doit être la même chose pour moi, pour ce que je fais en termes de chirurgie, c'est qu'est-ce que j'apporte. Et moi, j'apporte, si je traite aussi des cancers, donc j'annonce un nombre d'années de vie, mais c'est essentiellement, j'arrive en deuxième main pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc si on fait une échelle où on évalue la vie d'un côté et la qualité de vie, moi c'est plutôt dans ce sens-là que j'évalue, tandis que mes collègues qui font la gynéco, qui enlèvent les seins, ils font dans l'autre sens pour essayer d'améliorer ensemble. Ce qui pose un problème de financement globalement, et là aussi on a un problème éthique, c'est qu'est-ce qui doit être pris en charge et pas pris en charge dans l'activité que je fais tous les jours. La frontière est difficile. La frontière est difficile entre un acte de chirurgie réparatrice et un acte de chirurgie esthétique. La frontière aujourd'hui est définie par quoi? Elle est définie par le remboursement ou le non-remboursement par l'assurance maladie. C'est la seule définition qu'on puisse avoir. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, même qui est censé être de la réparatrice, reste avec une qualité esthétique, bien évidemment. Bien évidemment. Il ne s'agit pas, si j'enlève une tumeur du nez et que je la répare, bien évidemment, il faut qu'il y ait une composante esthétique et qu'à la fin,
pas que ça soit beau, mais qu'au moins le patient puisse se reconnaître et dire, ah, c'est à moi, c'est bien. Et la notion de prise en charge, il y a des actes qui sont pris en charge, d'autres qui ne sont pas pris en charge, et entre les deux, il y a des actes qui sont pris en charge après en temps préalable. Alors on pourrait se poser la question de savoir, aujourd'hui où on est limité en termes de moyens, et ça ne va pas s'arranger avec le chômage, il faut payer aussi, c'est aussi du social, les retraites, il faut payer, c'est aussi du social. Qu'est-ce qu'on pourrait, où est-ce qu'on doit mettre nos critères? Et je crois que nos critères, ça doit être aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on apporte en termes de qualité de vie. Est-ce que réellement on améliore les patients en termes de qualité de vie? Et là aussi, c'est la même chose, c'est évaluer le QALY et le DALY de tout ce qu'on fait. Ça va depuis la reconstruction pour le cancer du sein, qui est aujourd'hui ma plus grosse activité. En termes de reconstruction mammaire, on fait 1400 interventions par an dans le service, et il y en a un petit peu moins de la moitié qui sont uniquement consacrées à la reconstruction après cancer du sein. C'est devenu une énorme activité. Mais ce n'est pas spécifique à moi, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était les traumatismes de la face parce qu'on n'avait pas les ceintures et les faces qui enlevaient. Aujourd'hui, c'est le cancer du sein, les plasticiens doivent se consacrer massivement à ce problème-là. J'espère que dans quelques années, on aura plus de problèmes et qu'il faudra faire autre chose, mais on n'est pas parti pour, en tout cas pour un certain nombre d'années. L'activité, la prise en charge, ça va être demain des choses qu'il va falloir évaluer, il va falloir ouvrir les yeux sur les actes qui sont utiles et les actes qui sont utiles, les actes qui ne le sont pas. Et quand j'entends par là, c'est qu'est-ce qu'ils apportent en termes de QALY, ou à l'inverse, il y a l'autre notion anglo-saxonne qui est aussi en termes de DALY, c'est par rapport au nombre d'années de vie que l'on perd lorsqu'on a cette pathologie. Et c'est là où on va pouvoir savoir s'il faut continuer à mettre de l'argent dedans ou pas. L'exemple de la reconstruction mammaire est un bon exemple. Parce que vous pouvez reconstruire de deux manières un sein. Vous pouvez mettre une prothèse, et vous pouvez faire un lambeau, ce que je fais, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, qui prend plus d'énergie. À long terme, toutes les statistiques sur la reconstruction par prothèse, quelle qu'elle soit, quel que soit le mode de prothèse, quel que soit l'abord, quel que soit l'âge du patient, etc., il y a une dégradation avec le temps. Toutes les courbes, quel que soit. À 1 an, 18 mois, c'est bien. On dit c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Et puis une dégradation avec le temps. Et c'est toutes les statistiques. Reconstruction par lambeau, on est généralement un petit peu moins bien qu'une prothèse à 1 an, parce que les patients, ça a été plus long, plus difficile. Mais à 10 ans, on est bien meilleur. Là, le problème, c'est le financement, comment on fait, comment on évalue. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité sociale paye la même chose, quasiment. C'est le même GHS. Même si j'essaie de travailler mieux et plus vite, de toute façon, je prends plus de temps à faire un lambeau qu'à mettre une prothèse. Je reste un universitaire, donc c'est un peu ma petite carapace en disant en tant qu'universitaire, il y a un certain nombre de critères, je dirais, économiques qui ne doivent pas me concerner, en tout cas pas immédiatement. Je suis là pour faire de l'innovation, pour faire de nouvelles techniques et ensuite pour les faire valider pour qu'on avance. Ça, c'est un point important. Je fais de la reconstruction, bien sûr la reconstruction cancer du sein c'est ce qui est le plus important, et puis à l'autre extrémité en termes de reconstruction exceptionnelle, il y a les greffes. Alors le problème des greffes, c'est là aussi un problème de financement, que ça coûte extrêmement cher, et se pose la question de savoir est-ce que nous apportons réellement de la qualité de vie à des patients. Pour les patients que nous avons greffés, on en a greffé 7, on voit nettement qu'on amène de la qualité de vie. On va, je pense, pas tarder à publier nos résultats avec du recul. Pour toutes les greffes, il faut avoir du recul. C'est une chose différente par rapport à une reconstruction. On fait une reconstruction, puis vous voyez le patient, il ne va pas avoir un traitement à vie, parce que là, il y a un traitement à vie. Et pourtant, on a vu des publications, on a vu des gens qui annonçaient leur greffe, c'est super, c'est fantastique. Mais aujourd'hui, les gens parlent peu du résultat à long terme de ces greffes. Les résultats sont bons, mais il y a un prix à payer comme toute greffe, comme pour les greffes de foie, comme pour les greffes de rein, comme pour les greffes de cœur, c'est qu'il y a un traitement. Et que ce traitement implique des conséquences et une altération soit de la vie, soit de la qualité de vie. D'un côté, nous améliorons la qualité de vie par une chirurgie extraordinaire, qui, de toute évidence, est bien meilleure que d'autres chirurgies lorsqu'on a une perte de substance trop importante au niveau de la face. Mais il y a un prix à payer, au sens large du terme, qui est le prix d'une immunosuppression. Alors, comment je définis, moi, l'éthique de ma pratique tous les jours ? L'éthique, pour moi, c'est un juste milieu entre ce que je peux faire
que je veux faire et ce que je dois faire. Cet équilibre, c'est un équilibre difficile à avoir lorsqu'on est un praticien. Il y a ce que je dois faire, ben, c'est un peu ce que la littérature nous dit. Voilà, il y a tel traitement. Ce que je peux faire, ben, c'est aussi notre pratique. Il y a une particularité quand même du chirurgien par rapport au médecin, c'est que le médecin, il a un traitement, il a des statistiques qui lui disent, de la littérature, de l'évidence-based médecine qui lui dit bah, c'est ça qu'il faut faire, et puis il va l'appliquer et il va donner le traitement. Le chirurgien, c'est lui-même qui donne le traitement. C'est son savoir-faire. Ce côté artisanal et cette progression permanente du chirurgien parce qu'il apprend de plus en plus, c'est quelque chose de très difficile à évaluer dans l'évidence-based médecine. C'est-à-dire dans une médecine factuelle où on va faire des statistiques, vous avez opéré 1000 malades, vous avez opéré 200. C'est très difficile à évaluer parce qu'il y a un caractère personnel du praticien. En plus de la relation très particulière qu'il y a entre un patient et son chirurgien, je parle bien du chirurgien, c'est que le chirurgien a l'autorisation de rentrer dans le corps du patient. C'est un truc assez extraordinaire. Presque jouissif. Il faut être un peu givré pour profiter de ce que nos collègues anesthésistes endorment nos malades pour nous rentrer dedans, rentrer dans leur corps et faire un petit peu ce qu'on pense être bien. Et se prendre pour Dieu. Vous connaissez la différence entre Dieu et un chirurgien? La différence, c'est que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Et puis, ce que je veux faire, ce que je peux faire, c'est aussi les moyens qui sont à notre disposition. On n'en a jamais assez. Je dis ça parce que. Il faut plus. Ça va abonder. Ça va abonder, bien sûr. C'est important. Et puis ce que je veux faire, et là il y a une relation très particulière avec le patient. Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a un vouloir? Moi je veux, est-ce que le patient veut? Cette relation entre les deux qui fait qu'on va pouvoir donner le traitement. Je ne crois pas du tout, et je le dis clairement, en cette vision que l'on veut nous imposer du patient qui est le seul intervenant dans sa prise en charge, et en particulier lorsqu'on est face à un acte chirurgical, parce que si c'est ça, le chirurgien ne peut plus apporter sa personnalité, lui-même, ce qu'il lui a fait pour pouvoir, ce qu'il a appris ces années, pour pouvoir réellement traiter le patient. Je crois que c'est un point important. J'essaye d'enseigner ça à mes jeunes collaborateurs. Les jeunes collaborateurs, quand ils arrivent, c'est tout feu, tout flamme. J'ai vu telle technique dans la dernière présentation. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Je dis, c'est très bien, on est un service très innovant, on est probablement ceux qui font de la reconstruction microchirurgicale, on fait des trucs de reconstruction, on a fait des crêpes, tu vas en faire. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même un patient. C'est pas uniquement un corps chaud qu'on doit opérer. Parfois, certains de mes jeunes collaborateurs qui seraient prêts à faire, je dis non, mais n'oublie pas, il y a quand même d'autres techniques, il y a des choses plus simples, des choses, est-ce que le patient veut le faire ou pas le faire? Je prends l'exemple de la reconstruction mammaire. J'ai des patients qui viennent me voir en disant je voudrais un avis pour la reconstruction après cancer du sein. Oui, qu'est-ce qu'on vous a proposé? Ah, on m'a dit qu'on pourrait prendre un morceau de dos pour me faire mon sein. Oui, vous faites quoi? Ah, ouais, moi j'ai une activité. Vous avez une activité sportive? Ouais, je fais de l'escalade. Je dis oui, on va vous faire un joli sein, mais vous ne pourrez plus faire d'escalade. Parce qu'on vous aura pris un muscle dos. Ces aspects-là, de voir la personnalité du patient, sur ce qu'il veut, ou ce qu'il ressent, parfois je vois des patients qui ont tout petit sein, d'autres ont été mastectomisés, même parfois des femmes, très jolies femmes, très féminine. Je dis, mais c'est important. Non, mais ça se passe très bien avec mon mari, mon compagnon, ça se passe très bien. Et puis, je ne sais pas, j'ai une activité sportive, je fais beaucoup de choses. Voilà, venez me voir quand vous en sortirez besoin, réellement. Ça ne m'empêche pas de faire des centaines de reconstructions par an, des demandes. Ça me paraît être un point important. Je voudrais aussi parler de ce qui nous tue un peu aujourd'hui, c'est cette pression que nous avons
de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine factuelle, c'est-à-dire les médecines basées sur les preuves. Pourtant, je suis tout à fait pour l'appliquer, mais je suis tout à fait contre la manière dont on l'applique. Aujourd'hui, cette médecine basée pour les preuves, elle génère en plus des procédures qui sont de plus en plus lourdes, de plus en plus inadaptées à ce que l'on doit faire. On dit telle norme, tel article a dit ça, donc on va mettre telle norme en place qui va faire ceci, etc. Et donc on bloque un système pour lequel l'innovation a de plus en plus du mal à venir. En plus, on ne regarde que les statistiques. Et généralement, on pense que les statistiques, c'est les grands nombres. Les statistiques, ce n'est pas toujours les grands nombres. Si vous posez la question, peut-on marcher sur la Lune? Question scientifique. Ben, il a suffi d'un seul homme, Neil Armstrong, qui pose le pied sur la Lune pour répondre la réponse, et oui, on peut marcher sur la Lune. Pas besoin de 2500. Il y a mieux encore en termes de statistiques. On nous parle toujours d'essais randomisés en double aveugle. Très important. Il faut donner un médicament, puis l'autre, essais randomisés double aveugle. Prenez l'exemple du parachute. C'est une publication en plus dans le British Medical Journal où on mettait le parachute aux critères de ces évidences-based medicine. Il y a des gens qui ont sauté d'avion sans parachute et qui ne sont pas morts. Il y a des gens qui ont sauté d'avion avec des parachutes et qui sont morts. Il n'y a jamais eu d'essai randomisé double aveugle pour prouver que le parachute était efficace. Conclusion, à la vision de notre evidence-based medicine et de nos statistiques, il ne faut pas utiliser le parachute. Le problème, c'est ce que... Ça paraît... ça fait rire. Le problème, c'est ce que parfois, on nous impose par des critères de ce qui était avant la SAP, ce qui est maintenant la NSM, par des critères de droite à gauche sur le dire, ah bah oui, mais la statistique nous dit que, et parfois vous dites, mais je ne vais pas aller faire la statistique pour ça. Un exemple pour reprendre sur la reconstruction mammaire. Moi, je fais la reconstruction mammaire, je prends la peau et la graisse du ventre, je passe à travers le muscle pour prendre une artère et une veine, sans prendre de muscle. Et il y a une vieille technique où on prenait du muscle. On me dit, mais vous n'avez jamais démontré qu'en prenant du muscle, en ne prenant pas de muscle, ça fait une différence. Je ne vais pas faire un essai randomisé double aveugle avec des patients en disant, vous êtes tiré au sort, vous j'enlève le muscle, je n'enlève pas le muscle. Donc on me dit, bah, vous n'avez pas prouvé que c'était efficace. En fait, ce que tu fais est énormément contestable. Absolument. D'ailleurs, c'est un scoop. C'est enregistré. C'est contestable et c'est contesté et je continuerai à vouloir que ce soit contesté. De faire de l'innovation, c'est-à-dire transgresser. Alors, justement, par moment, la transgression est nécessaire. À partir du moment où il y a une réflexion qui a été avant amenée obligatoirement à transgresser, et qu'ensuite il y a une réflexion par rapport à ce qu'on a fait. Alors, transgression ne veut pas dire faire n'importe quoi. Lorsque j'ai monté le projet de greffe de face, le projet de greffe de face, j'ai voulu absolument qu'il soit dans le cadre d'un essai clinique. Donc d'abord, il faut un comité de protection des personnes. Vous savez que chaque fois qu'on fait un essai en France, il y a des lois qui protègent. Ces lois sont tirées directement ont été mises en place pour que le patient ne soit plus l'objet des recherches, mais soit le sujet de la recherche. Plus un cobaye. Il y a une différence entre l'objet de la recherche et le sujet de la recherche. Le patient dit « je ». La grande difficulté que j'ai eue pour monter ce projet, c'est que premièrement, c'était plus un essai de preuve de concept, et donc c'est un patient, et puis le patient nous apporte quand même, le fait d'avoir ce patient nous apporte des informations, et donc il faut modifier pour le patient suivant. Et alors là on dit, mais non, il ne faut pas modifier parce que c'est votre protocole. Je dis, oui, mais là j'ai acquis un certain nombre de données, je ne peux pas me permettre de ne pas les utiliser pour le patient suivant. Il a fallu modifier en permanence. J'ai pu travailler avec le comité de protection des personnes qui avaient pu comprendre ça, et chaque fois revenir, donc on a fait 8, 9, 10 amendements pour pouvoir faire évoluer ce projet. Ça reste pour moi, la difficulté a été de le mettre dans le cadre de ce comité, de cet essai clinique, en essayant de respecter la loi telle qu'elle était. Et là, par exemple, récemment, il y a
vérifié, on me dit vous n'avez pas déclaré vos événements indésirables graves. Il s'agit-il, je crois moi un de ceux qui les déclarent plus. Chaque fois que je parle aux Américains, ils me disent mais c'est toi qui nous dis toujours les complications, ce qui se passe, etc. Bien, dans mon protocole, j'avais écrit que toute hospitalisation devait être considérée comme un événement qui devait être déclaré, etc. Et donc il a fallu faire un amendement pour bien dire que c'était bien uniquement les événements indésirables sur lesquels nous devions faire des déclarations. Donc ça a été compliqué à l'hôpital. Le téléphone, ça vous transforme en valet. On vous sonne et vous accourez. Donc, il a fallu faire évoluer. La difficulté a été de faire sentir qu'en chirurgie aussi, nous pouvions passer par ces essais cliniques et que la notion de première devait faire comprendre que quand on fait une première aujourd'hui, ça reste de la recherche. La grosse difficulté, et ça je m'adresse à Christian, c'est qu'il faudrait faire évoluer la loi pour qu'on puisse faire entrer ça dans quelque chose de particulier. C'est-à-dire que la première chirurgicale, qui va déboucher normalement sur une seconde, puis une troisième, une quatrième, cette première chirurgicale, elle est forcément de la recherche, puisque si c'est une première, nous n'avons pas ces notions avant. Nous ne savons pas. Si nous ne savons pas, c'est qu'il y a des questions. S'il y a des questions, c'est que nous avons une réponse. S'il y a une réponse, c'est que c'est de l'argent. La difficulté, c'est de le mettre dans ce contexte-là, où aujourd'hui, lorsqu'on fait un essai clinique avec les textes tels qu'ils sont, c'est surtout l'essai randomisé double aveugle, pour avoir la preuve niveau 1, et là on est totalement dans quelque chose de différent. Et je pense qu'il faudra faire évoluer la loi sur ce genre de choses. Je me suis fait beaucoup critiquer sur le fait de vouloir faire rentrer ça dans le cadre d'un essai clinique avec comité de protection des personnes. Mon ami du Bernard me dit t'es un con, t'aurais jamais dû faire ça. Je dis non, mais moi c'est. Mais pour moi c'était fondamental. D'ailleurs, on a regretté qu'un autre il n'est pas fait, mais il est obligé ensuite de dire qu'il l'avait fait et que la vie était en fait comment dire circonstancielle, absolument. Donc c'est un peu le problème. C'est que si on ne fait pas ça, eh bien on se retrouvera à vouloir faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça a été d'ailleurs, on peut en parler de cette première greffe qui a été faite. Il y a deux choses qui n'est pas la tienne. Il y a trois choses qui j'ai réfléchi. Premièrement, c'est le problème de la propriété intellectuelle. Je crois que le fait d'avoir déposé un moment un projet avait fait que d'autres avaient fait la première. Ça t'a fait un peu mal. Oui, ça sur la première greffe de face, pour ceux qui ne savent pas, j'avais déposé un projet et que ce projet a été utilisé pour faire la première greffe ailleurs. En reprenant quasiment textuellement le texte que j'avais écrit, y compris les erreurs. Alors, ça pose donc le problème d'une certaine propriété. Qui avait été corrigé par la suite, mais quand je l'avais envoyé, il y avait des erreurs, et le premier travail, il y avait les erreurs, etc. C'est un des problèmes de la propriété intellectuelle de l'acte chirurgical. C'est ce que j'étais en train de penser. C'est qu'un acte chirurgical, une technique chirurgicale ne peut pas se breveter. Voilà, bien sûr. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de propriété intellectuelle. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la probité entre les collègues. Oh pardon, c'est Laetitia qui parlait. Ça c'est un problème difficile. Le deuxième problème qui a été posé éthique, qui est très important, c'est la confusion entre une première médiatique et une recherche. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, par rapport... c'est vrai, quand on dit que c'est une première, ça vient obligatoirement au niveau des journaux, où on apparaît, et on s'expose énormément, ainsi que les institutions, on l'a vu pour d'autres choses, et d'autant plus qu'en quelque part, il y a des choses qui peuvent se mélanger, ce qui n'était pas ton cas à ce niveau-là, où il y avait éventuellement de l'argent public et de l'argent privé qui peuvent éventuellement concourir. Il y en aura de plus en plus ces modèles-là, et donc ça demande beaucoup de réflexion. Et là, autant la première, vous me direz, c'est parce que c'est la première. La première a été en effet jusqu'à CNN, tout, etc. Le deuxième, si je parle sous ton contrôle, n'a pas eu cette explosion médiatique, mais il n'empêche que la connaissance de tout ce que tu as fait a été aussi bien, sinon plus connue en définitive.
C'est-à-dire que là, il y a peut-être une mesure, on appelle tact et mesure, dans la communication, parce qu'on ne sait jamais ce que sera le lendemain en définitive. Et là, je crois qu'il y a beaucoup d'humilité. J'ai parlé de probité en premier, je crois qu'il y a l'humilité du chirurgien qui est très importante. Et je crois que tu la campes également. C'est le doute, le doute est important. Alors pour revenir à cette histoire de greffe, et je parlais de l'image et des photos. Moi, on m'a proposé, pour les photos de ma première greffe et d'autres greffes, on posait des chiffres avec plusieurs zéros devant la virgule. Ma banquière m'a dit, vous auriez peut-être ça vous aurait arrangé. J'ai dit, mais enfin, c'est pas ça la question. Il n'y a aucun problème, voilà. Non, lorsque on a fait Pascal, donc, qui a une neurofibromatose. Une neurofibromatose, pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième maladie génétique en France. La première étant la mucoviscidose. Et je me suis lancé dans ce projet de greffe de face essentiellement pour cette maladie, qui est une maladie déformante, et où à peu près 25% des patients ont des tumeurs qu'on appelle les neurofibromes plexiformes qui déforment. Et comme on représente, la face représente 9%, c'est 9% de 25% où il y a une atteinte de la face, et dans certains peuvent être tellement importants qu'ils ont la tête, la tête d'Elephant Man, même si Elephant Man n'avait pas une neurofibromatose. Donc c'est la même chose. Lorsque j'ai fait cette greffe, et donc je suis allé, puisque ça s'est su, et que j'en ai appelé RTL, Europe 1, enfin tout ça, je me suis dit, on va faire un point presse, et je suis allé faire un point presse, et j'ai dit, vous n'aurez pas d'image, vous n'aurez pas de photo. On m'a dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que tant que le patient n'est pas réveillé, même s'il m'a donné son accord avant, peut-être qu'il ne me donnera pas son accord après. Et donc, tant qu'il n'est pas là, tant qu'il n'est pas devant vous, il ne donnera son accord que s'il le veut. Et une fois qu'il sera vu, d'ailleurs, peut-être parce qu'une fois qu'il sera vu, il en dira. Vous avez dans le groupe de patients que j'ai greffé, puisque ce sont 7, ce qui est toujours la plus grosse série au monde jusqu'à présent, un des patients sur lequel, même plusieurs d'ailleurs, 2 ou 3, sur lesquels vous ne trouverez pas nulle part dans aucun journal de traces de ces patients. Alors les patients, les premiers bien sûr on en trouve parce que finalement on n'a pas pu complètement cacher, j'ai vu ça avec le patient est allé, il en parle et il y a eu des documentaires, c'était important. Mais il y a des patients sur lesquels vous ne trouvez aucune trace et tant mieux. Alors quand j'ai dit, voilà, conférence de presse, quand j'ai dit je ne montrais pas de photos, il y avait un représentant dans le fond qui me fait Jean-Michel Bader du Figaro, je m'en souviens encore. Mais vous travaillez dans une institution publique, le public doit avoir des informations et vous devez donner ces photos, des images au public. J'ai répondu, c'est justement parce que je suis dans une institution publique que je me dois de protéger le public. Et pourquoi ça s'est fait à l'assistance publique des hôpitaux de Paris? J'avais rencontré Rosemarie Van Der Beek, à l'époque où elle était directrice, et je lui avais dit, si on veut faire ce projet doit être sponsorisé, au sens éthique du terme, doit être supporté par l'assistance publique, par une institution publique. Ça ne peut pas être une association privée, ça ne peut pas être encore moins un laboratoire, parce qu'on touche à l'éthique, parce qu'on touche à la mort, parce qu'on touche à la greffe, donc tous des sujets qui sont dans le domaine public, et que là, l'assistance publique avait sa place. Et donc l'assistance publique est promoteur, au sens juridique du terme, et elle me dit, ok Banco, on sera promoteur de cette recherche. Je rebondis sur ce que vous dites. Je pense que ça fait presque objet d'un prochain café éthique. Il faudrait qu'on réfléchisse. On a à l'hôpital européen Georges Pompidou, on a la chance d'avoir des innovations, des premières, et on a toujours cette problématique de l'équilibre entre une recherche qui commence par un premier cas et sur lequel on ne peut absolument pas conclure, hein, on a eu ça aussi beaucoup avec le cœur Karman, et une pression des médias pour informer. Et on a énormément de mal, enfin, c'est un vrai débat entre la liberté de la presse, dont on vient de parler récemment, la préservation du patient, de sa vie privée, etc., et les nécessités d'une communication à distance de l'événement en matière de recherche. Un cas ne fait pas une recherche, et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'éthique, je trouve. Hôpital, médias et éthique, ça me paraîtrait vraiment... Vous aimez les sujets brûlants? Oui, mais pour y avoir été confrontée, c'est vraiment quelque chose un équilibre très difficile à trouver. Très difficile.
Il y a un sujet, liberté de la presse ne veut pas dire non-respect du secret médical et secret professionnel. C'est un point très important, c'est un autre sujet, mais pour moi, le secret médical, il n'y a absolument aucune exception, sauf l'exception juridique. C'est-à-dire que si le juge nous demande de révéler, de transmettre, pour moi, il n'y a aucune exception. Même le juge, quelquefois. Enfin, a priori, vous avez un jugement, donc il n'y a pas d'exception. C'est un point très très important, c'est-à-dire que moi je vois des patients, on me demande, le frère, la sœur, je me demande mais comment on va, etc. Je dis mais il doit y avoir une personne de confiance, ok, pour avoir, mais s'il y a 15 personnes qui défilent, moi je ne vais pas dire le cousin, le copain médecin, le machin, etc. Souvent avec la meilleure intention du monde, mais ensuite on se retrouve avec des informations qui sont généralement inadaptées, on perd la confiance avec le patient, donc ça c'est un point important, et je le dis, je le répète aux étudiants en médecine, je le répète aux internes, je le répète aux chefs de clinique, mettez-vous comme règle qu'il n'y a pas d'exception et vous serez plus confortable. Ne mettez aucune exception au secret médical, vous serez plus confortable. Alors ensuite, il y a au jour le jour ce que l'on fait, la relation avec le patient, la personne de confiance qui est là, c'est autre chose. Mais a priori, c'est la règle. Et après, comme le disait Paul Ricoeur, ensuite il y a une médiation qui fait qu'on est amené de temps en temps à la transgresser. Donc ne le fait pas n'importe comment, c'est ce qu'il appelle l'éthique. Par contre, la règle, on vit tout le temps sous une règle. Et le fait de vivre sans règle, on en arrive sans limite à ce qu'on a pu voir, c'est ce qu'on appelle la barbarie. Donc il faut qu'il y ait une règle, mais comme tu l'as bien expliqué là, il y a des moments où on peut transgresser, mais ça devient extraordinairement difficile et ça t'implique, y compris par rapport au juge. Que la règle existe. Les gens ont peut-être des questions. Ah, oui. Alors allons-y. Profitez-en, parce que vous avez le professeur Lantier. Qu'est-ce que vous vous êtes déjà interdit de faire? Oui, c'est une très bonne chose. Faire n'importe quoi, effectivement. Ça je me l'interdis. Je dirais que je n'ai pas d'interdit en tant que tel. C'est ce juste équilibre, ce qu'on disait, c'est ce juste équilibre qui m'interdit de faire quelque chose. Mais en tant que tel, je ne me dirais pas, je ne dois pas faire ça. Qu'est-ce que je disais? C'est un équilibre entre ce que je peux, ce que je dois et ce que je veux. C'est cet équilibre-là que l'on peut trouver. Mais quand je commençais à travailler sur la greffe de visage, il y avait un interdit. Mais c'était, on ne touche pas au visage du mort. C'était plus le problème du prélèvement sur le mort qui posait un problème. D'ailleurs, on a un problème sur les greffes de main, puisqu'on a des patients en liste d'attente et on n'a pas de main depuis 2 ans. Et je pense que c'est essentiellement un problème qu'on n'ose pas demander. C'est tout. Mais pour moi, il n'y a pas d'interdit. Il y a simplement un comportement qui fait que je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il y a aussi tous les autres. Il y a quand même le conseil d'orientation, la force de biomédecine qui peut augmenter. Il y a les comités de protection des personnes qui eux-mêmes accompagnent beaucoup plus que de dire oui ou non. Ils ne sont pas là pour sanctionner, ils sont là en définitive pour accompagner dans ce qui est acceptable par la société civile qui est représentée en leur sein. Alors ça peut amener à des discussions, quelquefois des invectives, quelquefois, mais ça doit déboucher non pas sur une attitude qui c'est contre le progrès, contre la recherche, ce serait une erreur. Mais le problème est de voir de quelle manière un protocole, quel qu'il soit, peut être appliqué, mais dans les limites qui sont acceptables. Pour rebondir sur le sujet de l'interdiction. Il y a eu très rarement des chirurgiens fous ou il faut dire, quand même, des chercheurs qui auraient présenté des choses folles. C'est très rare. On refuse à peu près un par an. Et parce que vraiment, le chercheur, quelquefois, estime que ce qu'on lui demande, il y a quelquefois des difficultés plutôt psychologiques qu'autre chose. Il se trouve un peu humilié, en quelque sorte. Mais ceci étant, voilà, donc je pour dire que... Oui, je parlais de greffe. Vous savez que récemment, il y a des greffes d'utérus qui sont faites. Donc, beaucoup de gens, à un certain moment, disant oui, les greffes d'utérus, il ne faut pas faire.
ça permet à des femmes qui n'avaient pas d'utérus d'avoir des enfants. Et donc il y a eu une naissance en Suède. C'est une alternative tout à fait, je dirais, plus éthique que ne l'est, pour moi, la gestation pour autrui. Donc, chaque fois qu'on a quelque chose d'innovant, ça c'est une réponse à des questions. C'est la réponse d'une question d'une femme. Est-ce que la médecine aujourd'hui peut le faire? Aujourd'hui, la médecine, alors que chez ces femmes-là, il n'y avait que la gestation pour autrui, il y a une alternative médicale. Alors se pose la question suivante. Et si un homme voulait un enfant, porter un enfant? Aujourd'hui, la médecine pourrait lui greffer un utérus, lui donner le traitement médical, et lui faire porter cet enfant. Je laisse ça à ta réflexion. Madame d'autres? Je suis persuadé que ces gens du Sénat, ils savent très bien. Ça va être difficile. Non, je vais si ça vous ennuie pas. Vraiment. Je suis un peu ringarde sur la question. D'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être revenir un peu, moi j'ai une question sur, je connais peut-être un petit peu la réponse, mais l'implication de ces patients dans une greffe, le moment de la relation au patient, vous disiez ce que je veux, ce que veut le patient, comment vous y prenez, parce que c'est vraiment une question, c'est des questions difficiles à résoudre, on l'a eu à aborder à d'autres reprises, cette rencontre de la proposition d'une recherche d'un chirurgien et du désir du patient, qui est dans les cas dont vous parlez quand même une question très très compliquée. Alors c'est vrai pour toute chirurgie. Et dès que vous faites une chirurgie sur laquelle le risque-bénéfice n'est pas évident, ne saute pas aux yeux. Quand vous avez une chirurgie, vous avez une tumeur, il faut vous l'enlever. C'est relativement simple en termes de discussion vis-à-vis du patient. Si on ne le lève pas, votre risque est de temps, vous allez mourir en temps de temps. Si vous l'enlevez, ce sera ça, vous avez tel risque, etc. Lorsque vous commencez à être dans mon domaine qui est le domaine de la chirurgie de qualité de vie, eh bien, le discours devait être plus difficile, parce que là, il va falloir comprendre ce que le patient recherche, où il en est, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on peut lui faire. Parce qu'effectivement, on peut opérer n'importe qui, n'importe quoi. On peut faire ce que l'on veut, hein. Surtout dans le domaine de la chirurgie esthétique. Vous avez un patient qui arrive en disant ou une patiente, j'ai ça qui me déplaît, etc. Mais oui, bien sûr, on va pouvoir vous faire quelque chose et tout. La question, c'est est-ce que réellement on va lui faire du bien? Et lorsque vous avez en plus un concept où vous êtes dans quelque chose qui est une première, qui est le domaine de la recherche, ces greffes de visage, ça n'a jamais été fait. On va juste vous apporter de la qualité de vie, c'est même pas un truc vital, c'est même pas j'ai plus de cœur, on va me greffer un cœur, je vais pouvoir vivre un peu. Alors là, le discours est encore plus difficile. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'est là qu'on prend l'intérêt de passer dans le cadre d'un projet de recherche clinique avec l'objectif de protection des personnes, parce que on est vraiment dans ce qu'est l'éthique moderne, cette éthique qui est née après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, après ce qui s'était passé dans les camps de la mort, après ces expériences médicales faites par les médecins de la mort, ces expériences médicales qui avaient une valeur scientifique. Il faut absolument que les gens le sachent. Scientifiquement, un certain nombre de ces expériences sont parfaitement valables. Vous plongez quelqu'un dans de l'eau froide et vous regardez au bout de combien de temps il meurt, d'un point de vue scientifique, il n'y a rien à dire. La science n'a pas de morale. Et c'est là qu'est l'importance de passer par un comité de protection des personnes, c'est-à-dire que là, c'est ce que je disais, le patient n'est plus l'objet de notre recherche, il est le sujet de la recherche. Je décide de rentrer dans cette recherche. Je décide que le professeur Lantieri et son équipe vont me greffer une nouvelle face avec ce que ça implique. Et je sais que je n'ai pas les réponses à toutes mes questions, mais qu'en participant, je donnerai des réponses aux questions qui sont posées. Mais ça se passe sur un... C'est long, entre le moment où vous voyez un patient et vous dites là, je n'ai pas d'autre alternative technique, si on veut améliorer, il faut passer au stade d'après qui est la greffe de face. Vous commencez à en parler. Ce n'est pas le patient qui vient en disant moi, il me faut une greffe de face. J'en ai quelques-uns, des fous qui... Non, non. C'est le patient qui vient avec une déformation tellement sévère que vous lui dites ben, j'ai pas d'autre alternative à vous proposer que ça. Et généralement, il s'enfuit. Et puis il revient. Je dis mais vraiment,
Et vous voyez, qu'est-ce que ça implique, etc. Et si je revois les 2 patients qui ont la neurofibromatose, parce que c'est probablement là où on a la meilleure indication de maladie génétique, on va remplacer totalement un organe atteint, la démarche a été la même. C'est des patients qui au début, ont été réticents. Je ne les ai pas poussés plus que ça, mais sont revenus. Et puis quand je leur ai dit, mais quand ils m'ont posé des questions, mais est-ce que ma maladie va revenir dedans, je leur ai dit non, parce que c'est un organe qui est greffé, donc la maladie vient longtemps. C'est à ce moment-là qu'ils sont allés dedans et qu'ils ont dit on y va. Et en termes de qualité de vie, c'est probablement là qu'on a eu les meilleurs résultats. Les patients ont une vie normale, ils travaillent, c'est assez extraordinaire. Là, tout à l'heure, je pense qu'effectivement, sur l'esthétique d'une manière générale, il doit y avoir quand même un certain nombre de gens qui viennent justement demander des trucs un peu des. Il y a une pathologie qui est claire, qu'on appelle la dysmorphophobie. C'est des patients qui s'imaginent qu'ils ont une anomalie morphologique alors qu'ils ne l'ont pas. C'est assez subtil. Entre la vraie dysmorphophobie, le type qui a rien, qui dit j'ai une lèvre qui est trop grosse, qui est trop petite, etc., et celui qui a effectivement, on pourrait dire que par rapport à une norme, c'est tant est qu'il y ait une norme, il y a quelque chose, il y a, etc. Est-ce que cette demande, est-ce que lorsqu'on va faire le geste, on va réellement l'améliorer ou est-ce qu'on ne va pas l'améliorer? Le plus difficile, par exemple, c'est la rhinoplastie. C'est probablement un des gestes où il est le plus difficile, c'est un geste qui techniquement n'est pas facile, mais en plus, le plus difficile d'évaluer à l'avance, est-ce que réellement on va améliorer le patient en termes de qualité de vie ou est-ce que ce n'est pas une dysmorphophobie? Et l'exemple de rhinoplastie totalement raté, non pas techniquement raté, mais raté parce qu'on est face à un dysmorphophobe, c'était Michael Jackson. Opéré un nombre de fois, et chaque fois qu'on posait au chirurgien, mais pourquoi vous opérez, etc., c'est parce que c'est ce qu'il voulait. Non, ça c'est pas une réponse, ça. C'est ce qu'il voulait. Si vous demandez de couper le bras à gauche, vous ne coupez pas le bras gauche. Donc la demande du patient, pour moi, n'est pas du tout suffisante pour pouvoir faire un acte de chirurgie esthétique. C'est ce que je voulais essayer d'aborder, je vous ai dit. Il me semble aussi qu'il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir détecter quelle est la vraie demande du patient. Il y a vraiment une véritable... C'est la loi du 4 mars 2002 qui est très intéressante. Elle est de l'ordre de la négociation. Elle instaure entre le patient et son médecin, son chirurgien, une véritable négociation. Et ça change d'ailleurs un peu de l'autorité un peu surplombante qu'avait le médecin et quelquefois le chirurgien de manière excessive. Ça existait. C'est-à-dire que tous les collègues ne sont pas obligatoirement comme toi et beaucoup, j'en ai connu beaucoup, étaient beaucoup plus autoritaires, directives, bien entendu. Il faut parfois l'être. J'entends, mais disons que leur habitude était souvent, il n'y avait pas une panoplie éventuellement d'alternatives en disant d'après lui ce qui est la meilleure. C'était souvent une seule et voilà. Et ça, cette époque un peu a passé en quelque sorte, et on est dans une négociation. Et c'est vrai que le balancier qui allait de ce qu'on appelait le paternalisme, qui était vraiment éhonté, on était montré du doigt de la part de nos collègues anglo-saxons, pour être très clair, eh bien il ne faut pas que nous allions dans l'autre extrême, qui serait en effet où nous serions des prestataires de services. Du consumérisme. Absolument. Je déteste quand on dit que nous sommes des prestataires de soins. Je déteste ce terme. Je déteste ce terme. Ce n'est pas prestataire de soins, nous sommes médecins. Mais c'est un point important. De même que je déteste quand on dit qu'un patient est un usager. Un patient n'est pas un usager, on n'est pas à la poste, ce n'est pas une relation c'est pas un produit. Donc pour moi, on a un patient, un médecin et du personnel paramédical qui nous accompagne. Mais ça, c'est le point pour moi plus important. Continuer à faire ce langage, cette modification de langage qui s'est instaurée de plus en plus dans nos ministères et ces couches qui sont à toute gauche d'ailleurs. Hein, c'est la prestation, les prestataires et les usagers. Non, on n'est pas à la poste. Et si on continue à faire ça, on continuera à avoir de plus en plus de dépenses et des dépenses inadaptées pour faire au bout du compte des choses qui ne sont absolument pas éthiques. Des soins qui ne sont pas. Pour aller dans ton sens, si tu veux bien. Vous êtes très protégé quand même par votre statut hospitalier. Je pense
sont pour médecins esthétiques en ville, ils peuvent prendre la même réflexion que vous. Ça, c'est ils devraient l'avoir. Les protéger, c'est-à-dire Protéger parce que vous êtes Est-ce que vous n'êtes pas soumis à la loi de l'offre et du marché? C'est ce que vous voulez dire, Oui. madame? Alors, si c'est ça la question, rien ne pousse un médecin, même s'il est chirurgien plasticien, à rentrer dans le cadre de la loi du marché. Alors, effectivement, s'il faut remplir les pleins de la Ferrari, ça c'est un problème. Mais ça, c'est comment dévoyer le diplôme qu'on en a fait. Moi, j'ai des gens que j'ai formés qui font de l'esthétique, c'est clair. Mais les gens que j'ai formés dans mon service, ils ont vu de la chirurgie reconstructrice élaborée, complexe, et ce que ça pouvait donner. La plupart, effectivement, font maintenant beaucoup de chirurgie esthétique parce qu'il y a une demande très importante. Moi, j'en fais très peu, hein. J'en fais quand même. Mais je sais qu'ils la font avec raison. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, de la part de ceux que j'ai formés, des choses totalement différentes en termes de chirurgie esthétique. Par contre, je vois des trucs qui sont faits hallucinants. On sent que le patient est devenu un tiroir caisse prêt à payer, et avec toujours la même réflexion, mais c'est lui qui voulait. Bah non, c'est pas suffisant. C'est vrai que c'est souvent rattaché plus à l'esthétique qu'à d'autres formes. Oui, alors l'esthétique, il faut savoir que l'acte d'esthétique est considéré malgré tout aujourd'hui comme un acte marchand, puisqu'il est soumis à TVA. C'est un point important, qu'on paye la TVA sur les actes de chirurgie esthétique. L'hôpital paye la TVA maintenant sur les actes de chirurgie esthétique. Il y a un devis, il y a raison. Il y avait un devis, il y a Qui toujours. n'existait pas, c'est la loi du 4 mars 2002 qui a entraîné cette dérive que pour cette discipline médicale qui entraîne la société. Et d'ailleurs, sur une image, il y avait une image à cause de l'image. Alors toi-même la conteste. Moi, je conteste totalement. Je pense que le devis doit être suffisamment explicatif, avec l'explication, ce qui va avec, et la relation. Il faut démontrer, bien évidemment, le consentement. Il y a le temps entre deux. La loi dit qu'il faut 15 jours entre le devis et ça paraît être un minimum. Il n'est pas possible qu'en moins de 15 jours, quelqu'un puisse se décider sur un intervention de chirurgie esthétique qui n'est pas vitale. Ça, c'est très clair. Oui, moi j'avais une question. Pardon. Moi j'avais une question sur l'accompagnement de psychologues ou de personnel compétent dans vos services, parce que c'est quand même des choses qui font appel à l'image de soi et ces choses-là qui sont quand même... Fort heureusement, toute personne qui parle de soi et de son image n'a pas besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre. Quand on la change... Non, mais je veux dire, c'est quand même... voilà. Vous êtes habillé le matin, vous posez la question de savoir, je vais m'habiller comme ça, etc. Votre image est importante. Vous allez chez le coiffeur, votre image est importante. Ça n'implique pas forcément un acte avec un psychologue ou un psychiatre. Là où on en a besoin, c'est d'abord lorsqu'on est face à une pathologie, qui peut être en relation ou pas avec l'acte qu'on va faire. C'est lorsque l'atteinte de l'image de soi, généralement liée à la maladie, est importante et il y a un traitement psychologique important. Mais il ne faut pas remplacer les choses. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, mais pourquoi tous ces patients n'iraient pas voir un psychologue pour que leur image, qu'ils soient mieux dans leur image, qu'ils soient mieux, etc. Je parle en particulier de la reconstruction après cancer du sein. Il y a des patients qui me disent, mais moi je m'en fous. Mon problème, c'est que j'avais un sein, je veux un sein. C'est aussi clair que ça. Le discours, il est généralement extrêmement clair. Et c'est la même chose en chirurgie esthétique. Oui, on a des relations avec les psychologues et les psychiatres, fort heureusement. Dans le protocole de greffe de face, un des investigateurs est un psychiatre. C'est-à-dire que l'évaluation psychiatrique est extrêmement importante. Quand on donne son corps, c'est-à-dire on dit notre corps, c'est quelque chose, le visage fait partie de... Et vous n'avez pas de mal à trouver des visages? Alors vous ne donnez pas votre corps. Vous ne donnez pas votre corps. En France, vous êtes donneur, sauf si vous êtes opposé, ce qui pose une difficulté, car cette loi avait été mise avant que l'on prenne que les organes externes, c'est-à-dire la face et la main, sont considérés comme des organes. Et donc il y a une confusion, et il y a une difficulté, et je n'arrête pas de dire à tous les hommes politiques qu'il faudrait peut-être qu'on lève un peu cette ambiguïté. Lorsqu'on est vivant,
On n'a pas conscience de ses organes internes, si on est malade, enfin, on n'a pas conscience, mais on a conscience de ses organes externes. Quand vous êtes mort, vous n'avez pas conscience de vos organes, a priori vous êtes mort, ça c'est clair. Par contre, votre famille a conscience de vos organes externes. Donc mettre ça sur le même plan me paraissait pour moi difficile. Il faut savoir que le nombre de refus en France est à peu près similaire aux pays dans lesquels c'est un don volontaire. Donc on se retrouve dans des situations où finalement ce qu'a voulu le législateur n'est pas aussi efficace qu'il ne le voudrait. Il y a aussi une autre attitude, c'est que les Français ne donnent pas. Vous avez aux États-Unis, les Américains, dans l'année, 75% des Américains ont fait un don à quelque chose dans l'année. Pas 75% des Français. Le Français, il aime bien recevoir. Le service public, le machin, j'ai droit, etc. Et ça, c'est une attitude globale qui est difficile. Et lorsqu'on parle du don d'organes, on est un petit peu... alors là, si vous êtes mort et que vous êtes opposé à rien, a priori, on peut tout prélever. Bien évidemment, les coordinateurs de prélèvement vont parler de ça. Mais si on n'a pas envisagé ça avant, c'est très difficile d'aller envisager le prélèvement des tissus, c'est-à-dire de la peau, les os, les cornets, et encore plus lorsqu'il s'agit des mains et de la face. C'est pour ça que nous ne trouvons pas de donneur. C'est parce qu'on a une telle attitude que finalement, cette discussion n'a pas été faite, et qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ces débats. On doit d'ailleurs reconstruire par rapport aux autres, à la famille, reconstruire pour qu'il y ait à peu près la même situation. Alors ça c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que nous devons reconstruire le donneur, et donc ce que j'avais mis dans mon protocole, ça faisait partie du protocole au début, les gens sont rigolés quand je dis ça, c'est que nous faisons un masque du donneur. On fait un masque du donneur, ce masque, ensuite il y a un prothésiste qui reconstruit ce masque et qui le repose sur le donneur. On le redonne à la famille. On le redonne à la famille, même si le donneur n'a pas de famille. On a eu un des cas où il n'y a pas de famille, il n'y a rien de s'y oppose. Au début, on nous a dit mais s'il n'y a pas de famille, vous ne pouvez pas prélever. Non, c'est le contraire. La loi française, ça aurait été même un viol de la loi si on ne l'avait pas fait, a priori. Mais nous avons respecté ce que nous voulons, c'est-à-dire que nous avons respecté le corps. Nous avons respecté ce corps parce que l'on croit en Jésus, Allah ou Bouddha, depuis que l'homme a pris conscience de sa finitude, il respecte ses morts, il les enterre, il les brûle, il fait ce qu'il veut, mais il respecte et il y a un rituel. Et ce rituel, face à la mort, il est important. Et donc on ne peut pas mutiler les cadavres. C'est très clair. Quelle que soit la pensée que l'on a vis-à-vis de l'au-delà, s'il existe ou qu'il n'existe pas. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je l'avais mis dans mon protocole, c'est qu'il fallait que nous restions dans ce corps. Et donc, il y a un masque qui est fait, et un prothésiste qui le pose. Même si le corps doit être incinéré. Et ce qui m'a fait le plus... D'ailleurs, je me suis toujours préoccupé de savoir comment ça se passait, et comment les familles ressentaient, même si normalement, je n'ai pas de contact avec les familles, mais je m'entretiens avec les coordinateurs de prélèvement. Et quand je me suis entretenu avec le coordinateur de prélèvement, je sais que sur un, le coordinateur avait dit la famille l'a vu, et ils ont dit qu'on lui avait fait un beau visage pour sa mort. Et j'ai trouvé ça très satisfaisant. Je dis là, on a fait quelque chose de bien. Donc on a soulagé une famille qui a eu l'impression, qui a senti qu'ils étaient allés au-delà. C'est une souffrance quand même. Déjà, vous êtes face à une souffrance de la mort, et en plus, il y a cette souffrance de dire qu'est-ce qu'on va faire, on va prélever, c'est difficile. Au moment le plus difficile, on perd un être cher, c'est ça qui est le plus difficile. Donc on restaure, et on est un patient sur lequel on a prélevé une face et les deux mains, et on avait mis des prothèses pour les mains et des prothèses pour la face. Peut-être une dernière question. On est bien avec Laurent quand on s'évoque, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions en définitive d'éthique, et tout le discours que Laurent tient est une réflexion d'éthique de la chirurgie. Je trouve très agréable. C'est un compliment. Merci, je suis très flatté. Très flatté. Exprimez-vous, madame. C'est la loi. C'est la loi, bien sûr. Quand je vais dans les coordinations, je présente les images après le prélèvement. Parce que quand vous prélevez la face, c'est une horreur. Et je présente l'image après, une fois qu'on a reconstitué,
où là l'image est acceptable. Alors il nous reste peut-être à nous donner un grand rendez-vous. Mais faites attention, il y a une précaution. Si vous voulez rentrer dans la salle, il faut avoir presque un laissez-passer. Il va falloir que vous inscriviez, car c'est Jean-Léonie qui vient. La salle, malheureusement, est petite. Nous n'avons pas réussi parce qu'il y a des cours, etc. Parce que nous sommes d'ailleurs en train de discuter avec l'université. Donc on n'a pas pu avoir le grand amphi. C'est évident que l'auditorium aurait été satisfaisant.